Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de go-to-market, surtout de comment construire un système commercial qui performe et qui apprend assez vite. En gros, je vais vous donner quelques chiffres. En 2025, 67% des commerciaux ont raté leur objectif sur Q3. L'outbound, on le sait, est plus compliqué, les taux de conversion chutent et pourtant, on n'a jamais eu autant d'outils de data à disposition. Donc, le paradoxe aujourd'hui, c'est que tout le monde a accès aux mêmes ressources. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Et pourtant, les résultats divergent d'une boîte à une autre. On a des boîtes qui explosent, en fait, avec un pipeline qui est toujours rempli, et d'autres qui ont plus de difficultés, malgré le fait qu'elles ont les mêmes outils. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre une boîte et une autre? Bien évidemment, on sait que ça va être la question de l'exécution. Et c'est pour ça que j'ai invité Alexis Martial, qui est fondateur d'une boîte qui s'appelle Revenue Loop et qui accompagne les boîtes B2B dans l'orchestration de leur go-to-market et surtout l'implémentation de l'IA dans les process commerciaux. Il accompagne des super boîtes, notamment Kang. Il a accompagné une boîte comme Canva. Il a accompagné une boîte comme IBAN First. Donc voilà, donc je l'invite aujourd'hui pour qu'il nous partage surtout comment réussir à construire un système qui performe et qui marche dans le temps. Salut Alexis, comment tu vas? Salut Laetitia, très bien. Merci d'ailleurs de m'inviter sur ce podcast, c'est vraiment un plaisir. Toujours, c'est cool. En plus, les auditeurs vont le savoir, notamment, je pense, plus par le ton de comment on se parle. On se parle très souvent. Moi, j'apprends beaucoup de toi, etc. Généralement, tu opères plus sur un marché américain, même carrément à 90%. Du coup, tu vois beaucoup de choses, mais tu as la particularité aussi également de connaître aussi également le marché français, notamment parce que tu es un de nos voisins, tu es en Belgique. Et donc, du coup, tu vois aussi également les différences, les angles morts, etc. Donc, je pense que ça va être assez intéressant dans la nuance que tu vas donner. Donc, vraiment, pour tous ceux qui écoutent, si vous êtes dans une boîte mid-market, enterprise ou même dans une scale-up, soyez attentifs parce que ça va être vraiment assez précis. Donc, voilà. On va commencer dans le vif du sujet par parler du constat. J'aime toujours qu'on parle du diagnostic parce que, en fonction de ceux que j'invite, vous dites pas forcément la même chose. On a parlé justement du fait du paradoxe qu'il n'y a jamais eu autant d'outils aujourd'hui. On a des outils, on a de la data qui est disponible. Aujourd'hui, que ce soit un SDR junior ou senior, il a accès aux mêmes ressources. En quoi, en fait, justement, la démocratisation de tous ces outils, etc., finalement peut poser problème. Pour la simple et bonne raison que l'IA maintenant a tué, en fait, l'IA a enlevé la barrière d'exécution qui était compliquée avant, tu vois. Donc c'est-à-dire que maintenant, euh, avec des outils comme par exemple, en fait, c'est surtout Clay qui a énormément démocratisé la partie exécution. Tu sais, avant, il fallait bricoler à gauche, à droite pour ceux qui connaissent ces terres, où il fallait dans des Google Sheets faire des scripts, enfin, des trucs un peu avancés. En fait, le truc, c'est que depuis qu'il y a Clé a démocratisé en fait toute cette partie-là. Il a démocratisé la partie exécution et entre-temps, il y a eu énormément d'outils qui sont sortis sur le marché sur des besoins bien spécifiques, tu vois. Moi, je me rappelle avant le Covid, j'avais démarré dans une boîte et en gros, à l'époque, j'avais été engagé parce qu'ils voulaient faire le go-to-market sur les US. Et je me rappelle, à l'époque, la seule database qui était incroyable, c'était ZoomInfo. Et je me rappelle quand j'avais partagé ça à un de mes CS à l'époque, il m'a regardé avec des yeux qui brillaient, il m'a dit, ah, on a accès du coup à des emails et des numéros de téléphone. Et je te parle de 2019, tu Ouais, vois. c'est pas si long, Ah, c'est il y a même pas 5 ans, quoi. et en fait, entre-temps, et je dirais même surtout sur les 2 dernières années, ça a explosé. Il y a eu, tu peux regarder, je pense qu'il y a plus de 13 000 outils aujourd'hui en Martech qui sont disponibles. Donc, en fait, on a juste beaucoup trop de choix. Tout le monde a accès à une donnée qui est plus ou moins fiable et qui est pas forcément chère. Et donc, du coup, le résultat, c'est que ça spamme plus qu'avant, tu vois. Donc, Hmm. voilà. Donc en fait, les gens ils répondent beaucoup moins. Et du coup, pour toi, en fait, justement, c'est toujours cette partie un peu de démocratisation, etc. euh, Il y a un truc quand même qui me perturbe, c'est que, ok, il y a. Si tout le monde justement peut personnaliser, parce qu'en fait, en gros, toute cette data et ces outils-là sont faits pour qu'on puisse personnaliser. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut personnaliser ou être pertinent. Bon, je ne vais pas rentrer dans la nuance, mais les gens qui écoutent ce podcast l'auront compris. Et on peut le faire aujourd'hui à l'échelle. C'est ça l'objectif de la data et de ces outils-là. Pourquoi les résultats sont aussi
hétérogène en fait. Il y a des boîtes qui cartonnent, qui arrivent à avoir quelque chose de super bien, et d'autres en fait qui n'y arrivent toujours pas. Ouais, parce qu'en fait, la clé, c'est pas de personnaliser, c'est d'être pertinent. Et en fait, pour être pertinent, il y a plusieurs variables qui rentrent en compte, enfin, qui doivent être prises en compte. C'est est-ce que tu connais ton ICP? Est-ce que tu sais quoi lui dire? Et en fait, pourquoi ça fonctionnait avant? Tout ce qui était automatisation, etc. C'est vu que c'était pas forcément accessible à tout le monde, le peu de personnalisation que tu faisais, je te parle vraiment, Hello First Name, c'était encore ouf Ouais. il y a 6-7 ans, tu vois. Et en fait, ça a été démocratisé et du coup, tu donnes accès à une automatisation à grande échelle à des gens qui sont pas forcément non plus, tu vois, qui soit n'ont pas forcément d'expérience niveau marketing et business. Et du coup, ben, tu te retrouves dans une situation où, ben, voilà, c'est comme si tu donnais entre guillemets un jouet à un enfant et que, j'exagère quand je dis ça, mais du coup, en fait, tu donnes un espèce de super pouvoir à des gens qui n'ont pas forcément une expérience, Ouais. une connaissance business, ce qui fait que ben, ça détériore complètement le marché en fait. Et surtout l'expérience prospect, comme j'ai envie de dire. Bah ça, c'est intéressant, on va en parler un peu après, mais du coup, parce qu'on a beaucoup de gens qui recherchent justement ce genre fameux profil GTM, Engineers, et on est souvent sur des profils assez tech, qui savent bidouiller, etc., et qui n'ont pas vraiment cette connaissance business, marketing, etc. Donc, c'est d'ailleurs des choses qu'on va parler quand on va parler de sales activation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien. En fait, tu sais te servir d'un super pouvoir, mais après, pour le délivrer, pour que ça te donne des résultats, c'est là où parfois ça va coincer. Donc, tu as l'impression d'avoir les bons guys, un Mhm. guys qui a l'air de connaître plein d'outils, de savoir lire, on va dire, toutes les documentations sur ces outils-là pour les implémenter comme il faut dans le CRM. Mais après, en fait, en termes de campagne, quand les campagnes commencent, ça marche pas forcément toujours bien, versus d'autres où en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est des gens où on a en fait l'expertise vraiment métier, business, qui permet en fait d'utiliser ça à bon escient. C'est à peu près ça. Ouais. Si je peux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, à des gens techniques, etc., ça se voit pas, mais je suis assez vieux que pour avoir connu l'ère du growth hacking. Et en fait, depuis, en fait, on a connu, on va dire, trois vagues de hype au niveau des profils go-to-market. Avec growth hacking entre 2014-2018, tu vois, il y a une grosse hype où c'était des gens qui étaient censés être une licorne, donc qui allaient te faire croître ton business parce que ils avaient des hacks, etc. Il y a eu ça. Entre-temps, entre, je dirais, 2017 et 2020, il y avait la notion, surtout en France, la notion du profil de growth engineer, Mm. qui était en gros un profil encore plus technique. Et, euh, et puis maintenant, en fait, on a ce profil qui est Go-to-Market Engineer, qui a notamment en fait été inventé, on va dire, de toutes pièces par clé. Et en fait, quand tu réfléchis, enfin, le profil de gros hacker, ça a été la même démarche que le truc pour GTM Engineer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a inventé pour mettre en avant Très intéressant. son livre. Tu vois, c'était Sean Ellis à l'époque tu vois, qui a écrit un livre sur le gros hacking. Et en fait, c'était aussi question business pour pousser son truc, son idée, son livre. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec et tout ce qui est GTM Engineer. Tu vois, si tu regardes un peu les profils GTM Engineer sur LinkedIn, tu Ils vois sont que c'est tous des mecs clés. qui ont commencé, ouais, ils sont tous jeunes. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, mais ils sont tous jeunes et ça fait peut-être 10 mois, max un an, tu vois, qu'ils sont entre guillemets sur le business. Donc voilà, c'est ça en fait le Donc ils ont toute danger, la c'est partie technique en fait de savoir se servir de clés qui est quand même pas évident à prendre en main. non. Et même en fait d'autres outils, on va dire, qui sont des dérivés de clés. On va dire que clé est arrivé est venu faire le ménage en fait sur pas mal de choses. Mais du coup, effectivement, non, peut-être pas en fait toi qui fait que tu dures dans le temps et que voilà cette dimension market sales en fait qui est nécessaire en fait sur cette partie-là et qui fait et qui peut, on va le voir juste après, euh, qui fait la différence entre ceux qui marchent et ceux qui marchent pas. Euh, J'aimerais te poser une question justement, par rapport à tout ce contexte-là qu'on dit. Il y a deux choses que j'ai pu remarquer moi. C'est soit effectivement on va recruter plus de SDR en se disant bah ça marche pas, on a mis des outils, c'est bon, on va recruter plus de monde. Soit on va avoir la tendance d'empiler plus de tools, tu vois, en se disant bah peut-être que c'est pas le bon tool et on va changer.
Mais il y a une chose que j'aimerais que j'ai posée à Elric, cette question, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de boîtes qui ont viré le RSDR. Moi, je me souviens que j'étais très fâchée à ce moment-là. Parce que je savais en fait que. Je me suis dit, mais en fait, je voyais ce genre de move que je les avais vus pour d'autres choses. En gros, en mode, genre, c'est bon, maintenant on a de l'IA, on a des outils, etc., etc. Puis maintenant, là, on voit une tendance où ils les ont tous réembauchés. En tout cas, la plupart des boîtes, etc. Qu'est-ce que ça te dit, en fait qu'est-ce que ça nous dit sur le marché, justement, de l'outbound? Je pense qu'à la base, ils ont viré les SDR parce que bah, on est revenu dans l'ère où l'argent était moins gratuit, premièrement, et deuxièmement parce qu'en fait, bah, le playbook d'avant qui est de dire on va engager plein d'SDR et on va bourriner, ça fonctionne plus. Moi, je l'ai vu avec certaines boîtes qui, quand j'ai commencé avec eux, ils venaient de virer tous les SDR et en fait, ils ont refait une machine arrière un an plus tard. Parce qu'en fait, ça suffit pas et que tu peux pas. C'est très, je pense que c'est utopique de se dire tu vas par exemple engager un mec, par exemple un gros hacker, un team engineer, un mec un peu technique qui va automatiser plein de choses et après tu as le l'AE qui reprend le reste ou même qui est full cycle et donc tu vois tu as un overlap entre l'AE full cycle et puis à côté ton gros hacker qui fait des campagnes de son côté, ça fonctionne pas. Et en fait, je pense que beaucoup de boîtes se sont rendues compte que je pense que tu dois avoir un modèle hybride, c'est-à-dire que forcément, il faut pas autant d'humains qu'avant. Par contre, moi, j'ai tendance à dire que l'humain va s'occuper, tu vois, des comptes stratégiques, alors que, on va dire, la personne un peu plus technique qui peut automatiser certaines choses va le faire sur des plus petits comptes, tu vois. Après, encore une fois, tu peux avoir un débat sur est-ce que tu as besoin d'autant de comptes dans ton TAM, blablabla. Ça, c'est un autre débat, je pense. Mais voilà, moi, je l'ai vu dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Euh, Si tu veux vraiment aller chercher du vrai deal, tu peux pas te passer d'humain. Et donc ça nécessite d'avoir des équipes, mais qui soient coordonnées du coup. Pas une situation où tu as l'équipe, enfin ce qui est souvent le cas, hein, l'équipe marketing ou GTM d'un côté, et puis l'équipe CS qui fait leur truc, et en fait il n'y a rien qui est coordonné. Ok, très clair. Et bah, justement, en fait, c'est la bonne transition pour cette première partie du podcast. Souvent, dans les discussions qu'on a, ce que tu me dis, c'est que, en fait, le problème aussi pas mal à la génération de leads dans son ensemble, c'est aussi un problème d'orchestration. C'est-à-dire que, ok, même pour les boîtes qui ont une bonne équipe, les bons SDR, qui ont les bons outils, etc., il y a un sujet d'orchestration. Déjà, est-ce que tu peux un peu définir un peu ce que tu entends par ce sujet d'orchestration que moi j'utilise beaucoup d'ailleurs pour dire aux boîtes qu'il y a un sujet, il y a un problème. Et qu'est-ce qui se passe mal en fait dans les boîtes justement qui sont mal orchestrées quoi? Qu'est-ce que tu constates? Ouais, après orchestration, c'est vraiment un mot qui fait un peu peur, qui est technique, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est Mais plutôt. en fait, Ouais. c'est comme si tu prenais, tu vois, du côté B2C, de se dire comment est-ce que tu vas aller par exemple, tu vois, envoyer des campagnes, des campagnes d'email marketing aux gens, tu vois. En gros, comment est-ce que tu fais pour contacter les bonnes personnes au bon moment avec un message pertinent, tu vois. Grosso modo, c'est ça, tu vois. C'est prendre la donnée enfin, prendre la donnée soit dans ton CRM ou soit d'autres données, euh, l'agréger, L'agrégé, ouais. l'agréger, voilà. Euh, et en fait, ensuite, bah, envoyer, tu vois, soit un message ou peu importe ce que tu veux faire, tu vois. Ok. En gros, c'est simplement ça. Donc en fait, du coup, quand tu vois des boîtes où c'est quoi les symptômes globalement d'une boîte où quand tu arrives et tu vois. Parce que je sais que en fait, tu as des boîtes qui font des centaines et des centaines de millions d'ARR qui te contactent et qui ont des problèmes. En fait, c'est pas juste un problème de la petite boîte qui démarre où là, en fait, en Non, vrai, il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Désolé pour ceux qui écoutent, mais vous n'avez pas tant de données en fait et d'historique sur vos clients qui peuvent vous permettre d'aller à l'étape supérieure. Euh, quand on parle d'orchestration de problématiques, je pense que c'est quand on commence à avoir une boîte qui commence à avoir en fait un flux de clients important, qui commence à avoir en fait euh, plein de données soit qui lui manquent. Du coup, il n'est pas capable de mettre à jour. Tu parlais tout à l'heure de l'ICP, etc. C'est quoi les symptômes généralement que tu vois en fait? bah, en fait, ironiquement, c'est juste plus ou moins les mêmes que ce soit une petite boîte ou une grosse boîte. Ok, La seule différence, en fait, la taille. ouais, la taille, mais en fait, au plus tu grossis, au plus tu vas avoir une dette, data, go-to-market, peu importe comme tu l'appelles. Et tu sais, souvent, quand il n'y a pas de pipeline,
le premier réflexe que soit les équipes marketing ou go-to-market font, c'est bon, ouais, on va aller acheter un outil pour régler une problématique bien spécifique, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu as une espèce de Frankenstein d'outils qui sont pas connectés entre eux, et en fait, du coup, je te prends un exemple, mais bêtement, si tu veux faire, je sais pas, envoyer une séquence personnalisée à une audience bien précise, bah ça va te prendre une plombe parce qu'il faut que tu vas donner. Tu sais, j'ai encore plein de boîtes avec qui je bosse qui sont les équipes C sont sont dans des Google Sheets, tu vois. C'est ça Hmm. la réalité. Il faut pas croire. Enfin, en fait, c'est ça. La réalité, il faut pas croire ce qu'on voit sur LinkedIn. La réalité, c'est que même les boîtes les plus avancées sont à la traîne. Pas par un manque de volonté, mais parce que voilà, il y a une dette qui s'est accumulée et en fait, on est plus à éteindre des feux que réfléchir à comment est-ce que tu vois petit à petit tu reconstruis ton système euh, pour avoir un avantage concurrentiel, tu vois. Parce Ouais. que l'accès aux outils et aux données, maintenant tout le monde a accès. Ça s'est démocratisé, tu vois. Et quand bien même tu as beaucoup d'argent, ok, tu peux avoir accès à un outil, mais c'est pas l'outil qui va résoudre ton problème de base, tu vois. Hmm. Très clair. Et un autre sujet que j'aimerais on va l'aborder, hein, pour les auditeurs. L'idée, c'est que j'essaie d'éterrer un peu tous les sujets que vous pourriez avoir pour qu'ensuite on puisse les résoudre dans la deuxième partie de ce podcast. Euh, Il y a un deuxième sujet, et ça, c'est un sujet qui va plus me concerner, dans le sens où je suis plus sur la partie sales que la partie market, quoique maintenant on commence à être frères de sang. Mais du coup, globalement, moi, ce que je vois aussi, c'est souvent des sales, notamment pour des boîtes qui vont aller chercher des comptes mid-market, enterprise, qui vont se retrouver avec un RevOps ou des RevOps, parce que généralement dans les équipes, il y en a plusieurs, peu importe le nom qu'on va lui donner, qui va envoyer des signaux, tiens, type ce compte là, tu devrais aller le contacter, ou tiens, fais ça, etc., etc. Et en fait, on a lettre morte, quoi. C'est sur un Slack, le côté sales, le mec, il voit le truc qui pop-up là, puis il regarde, il fait, ouais, qu'est-ce qui me saoule lui, vas-y, je vais continuer à faire, je vais continuer à faire ce que je sais faire et être sûr de, voilà. Bon, on va pas rentrer dans les raisons pour lesquelles le sales fait ça. Parfois Ouais, c'est justifié, parfois c'est pas justifié. Mais pour moi, en fait, justement, les sales qui prennent pas assez en compte ces signaux que vont leur envoyer, en fait, justement, un profil RevOps ou même quand la machine elle est bien connectée, même la machine, tu vois, tout simplement, s'il y a des bonnes automatisations, en fait, ça peut être un flow, voilà. Bon, c'est assez rare. À ton avis, est-ce que c'est un problème de tool, c'est un problème de process ou c'est un problème de culture? je pense que ma réponse, je vais mettre beaucoup de CS dans ma poche et au contraire beaucoup, à mon avis, de marketing sur le dos. Mais en fait, le problème principal, c'est que les personnes du coup qui sont en charge de ça, que ce soit RevOps ou marketing, sont d'une manière ou d'une autre en fait assez égoïstes dans la manière dont ils réfléchissent parce qu'en fait, ils se mettent pas à la place d'un sales. Ce qui se passe en fait, c'est que ils vont construire leur système avec avec l'idée de se dire ok bah ça c'est je pense la manière idéale de fonctionner alors qu'en fait ils se mettent pas à la place et à la réalité qu'un sales a tu vois au quotidien et donc pour résoudre ce problème déjà il faut pas construire une machine tu vois avec une version finale c'est plutôt de se dire ok moi la manière dont je fonctionne c'est que et j'ai toujours fait ça comme ça, c'est que je me mets du coup avec un C, j'essaie de comprendre, bah, vas-y montre-moi, c'est quoi ton process pour identifier, tu vois, des comptes qui sont pertinents. Par exemple. Ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ok. Et en fait, en fonction de ça, je me dis qu'est-ce qu'il y a moyen d'automatiser ou de systémiser, et également, tu vois, de venir avec d'autres idées sur, bah, écoute, s'il y a moyen d'aller chercher ce genre d'informations, est-ce que c'est pertinent, oui ou non. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que le nerf de la guerre, ça va être après, c'est l'adoption. C'est c'est un peu, si tu fais la comparaison avec tu vois, des produits PLG où en fait la partie activation côté user c'est le plus compliqué, c'est la même chose avec les sales. C'est-à-dire que si tu commences à lui balancer du coup plein de signaux, tu dis ouais ça c'est pertinent. Et en fait dans du Slack t'as 50 000 messages, il suffit qu'il y en ait un qui soit un faux positif, c'est foutu. Tu perds la confiance et en fait, du coup, enfin, c'est ton truc, il est foutu, quoi. Tu vois, Mm. tu vas travailler dans le vent. Donc c'est ça. Je pense que si je peux résumer les deux erreurs fréquentes que je vois, c'est premièrement, c'est pas se mettre à la place ou juste pas comprendre un workflow sales.
Et deuxièmement, c'est de vouloir trop compliquer les choses, parce que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est, bah ouais, t'as le marketing, il dit, bah non, c'est un lead qui est chaud. Mais pourquoi il est chaud, tu vois? Non, mais fais-moi confiance, il est chaud. Et comme je te dis, c'est ça, ce qui arrive, c'est qu'après, bah, il y a un faux positif pour X, Y, Z raison, et c'est foutu. T'as perdu la confiance. Ouais, parce que pour dire rapidement, en fait, un sales, il va d'abord prioriser ce en quoi il a confiance. En fait, on va dire que sa rémunération, pour la majorité, elle est liée en fait à ce qu'il produit. Donc, sa capacité à prendre des risques, même s'il adore son collègue et qu'il peut les bouffer avec lui, quand il va lui dire tiens, mets ton quarter sur ces quatre cinq comptes, il va quand même réfléchir, il va d'abord s'assurer que ce soit vraiment sûr, quoi. Donc, Ouais, pour que les gens puissent avoir un peu la logique derrière, quoi. sur- surtout parce qu'en fait, je pense que les gens qui sont pas dans le sales, et encore une fois, je suis pas sales, mais je pense que parce que j'ai travaillé uniquement avec des sales, je comprends l'état d'esprit, c'est que là, en fait, la réalité, c'est que le sales, son salaire, il est variable. Donc, Ouais. s'il n'y a pas de perf, soit il saute, soit il a pas ses coms, tu vois. Donc c'est ça aussi la réalité. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, bah, c'est un peu comme parfois certains prospects, c'est-à-dire que ta capacité à tester des trucs, elle est réduite, et donc tu vas aller sur des trucs qui sont sûrs. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça, parce que la suite dont on va parler, c'est comment construire du coup évidemment une machine go-to-market qui est performe et qui apprend en fait aussi également. Bah, il y aura aussi cette dimension en fait de sales activation, c'est-à-dire que l'idée dans laquelle toi et moi on parle souvent, c'est de dire bah en fait parfois vous avez des belles machines, vous avez les bons profils, mais c'est pas la machine qu'il faut changer. C'est justement l'après, en fait. C'est-à-dire il y a, comme tu dis, la réflexion de qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher, l'ICP, toute la base, on va parler de ça. Mais il y a aussi également bah, ce que je mets pendant et puis il y a ce que je fais après, quoi. Comment je fais en sorte que ce système-là vive. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, ah, c'est tout beau, on a un super CRM, un Salesforce ultra optimisé. What else? À la fin, l'histoire, ça reste des mecs qui appellent, qui écrivent des mails, qui ont des conversations avec des gens. En fait, après, tu reviens dans une vraie vie, en fait. On n'est plus dans les Ouais. outils. Et c'est parfois, en fait, je pense, le gap qu'il peut avoir entre des sales et soit le market et soit le RevOps. Justement, on va parler de ça maintenant, le système. Globalement, pour toi, c'est quoi le prérequis déjà pour commencer à construire une machine pertinente? Je sais que tu vas me ressortir la même chose, mais donne-moi ta définition de pourquoi c'est important de l'ICP et qu'est-ce que tu en entends. Non, parce que parfois je me dis, les gens qui écoutent, ils doivent se dire, mais encore, mais bon, c'est Ouais, je bon, sais. quoi. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir un truc de, j'aimerais en savoir plus, quoi. Dis-moi un truc en plus. Désolé, on va Je... devoir quand même passer sur ça, mais par contre, je vais te demander d'aller un peu plus loin, de dire, ok, Non, oui, forcément, l'ICP, c'est important, mais je pense que je vais essayer de contourner l'explication avec une manière plus pragmatique, tu vois, d'y arriver et surtout en fait bah, de un d'avoir une idée claire sur son ICP, de deux potentiellement d'aller chercher soit des signaux qui sont propriétaires ou des signaux en fait qui sont propres au business, au contexte business de la boîte. Euh, En fait c'est assez simple, ce qu'il faut faire, c'est dépendant du cycle de vente de chaque boîte, je pars du principe que là, il est entre 3 et allez, maximum 9 mois. Euh, ce que je fais, c'est que je regarde en fait les deals qui ont été closés les 12 à 18 derniers mois. 18 si tu vois, c'est sur des cycles de vente assez longs. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais une analyse sur premièrement, tu vois, les critères de base qui sont importants. Imagine donc, je sais pas, tu vends à une équipe finance, ben, je vais regarder sur tous les deals qui ont été closés, c'est quoi en moyenne, tu vois, la taille des équipes finance, premièrement. Ensuite, je vais essayer de comprendre, tu vois, c'est par rapport au temps de, enfin, comment t'appelles ça? Ouais, enfin, le temps de closing, tu vois, combien, ouais. enfin, enfin, La durée du cycle de vente, quoi. voilà, c'est ça, la durée du cycle de vente, c'est ça. Euh, Tu vois, est-ce qu'il y a des patterns sur des typologies de boîtes qui closent plus vite? Tu vois? Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, bah, tu sais, ça dépend les boîtes, mais tu sais, c'est important. Il y a certaines boîtes où c'est important de savoir la technologie qu'ils utilisent, tu vois, ce genre de choses. Parfois, c'est important si, je sais pas, si tu prends n'importe quelle boîte où tu dis, imagine, en fait, tu t'intègres bien avec HubSpot, bah, tu veux savoir, parmi toutes ces boîtes qui ont closé, c'est quoi le ratio des boîtes qui ont cette typologie de technologie.
Et ensuite, c'est con, mais en fait, j'essaie d'avoir des inputs, tu vois, à gauche, à droite. Je le fais pas pour tous les clients, mais des équipes CS et des équipes CS pour comprendre c'était quoi le déclencheur. Tu vois, j'essaie de prendre un échantillon de boîte et de comprendre ça a été quoi le déclencheur. Et en fait, essayer de recouper cette information euh, pour créer bah, du coup un ICP. C'est-à-dire, voilà les critères de base. Je sais pas, boîtes qui sont en France, en Belgique et au UK, qui sont dans X, Y, Z secteur, qui ont cette taille de boîte. Et s'ils ont X, Y, Z critères en plus, c'est bien. Tu vois, et quand je dis X, Y, Z critères, là je parle de trucs très spécifiques. Je sais pas, tu prends un truc très, très bateau, mais lever des fonds, engager ce type un CFO, tu vois. Et en gros, ça, sur la dernière partie, ça, c'est des variables, c'est des dynamiques qui sont, entre guillemets, des trucs en plus qui sont cool d'avoir, mais si on les a pas, c'est pas grave, tu vois. Donc, en fait, je pars vraiment de là. Ça, c'est le point de départ. Je vais pas me dire, je vais aller utiliser tel critère et tel signal, etc. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Moi, je pars du principe que le seul élément qui peut te donner une validation forte, c'est les gens qui payent. Tu vois, il y a un adage qui dit follow the money. Bah, c'est Mhm. exactement ce que je fais en fait. J'essaie de comprendre parce qu'en fait, c'est des gens qui ont payé, donc ils ont un pain et ils ont compris la valeur de l'outil, quoi. Du coup, le truc qu'on pose souvent comme question, c'est justement combien de critères en fait à peu près minimum il faut. Avant l'enregistrement, je te disais que on m'avait parlé d'une boîte qui avait 120 critères, je crois que c'était Snowflake. Mhm. Donc c'est énorme, parce que généralement, la plupart des boîtes ont une dizaine de critères. Voilà, généralement, c'est à peu près les normes. Est-ce qu'il y a, il y a une, il y a un nombre de critères à peu près à avoir pour se dire, en fait, là, je commence à avoir un ICP solide? Ou est-ce que, en fait, pas du tout, c'est juste ta capacité à avoir un peu un ICP qui est différenciant, par exemple, de tes concurrents ou de ton marché, quoi? Ouais, je pense que l'erreur classique et que j'ai faite aussi dans le passé, c'est de prendre exemple sur des boîtes qui sont plus avancées à tous les niveaux et essayer du coup de calquer leur playbook à mon contexte. Euh, En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément, tu vois, un nombre de critères exacts qu'il faut aller chercher. C'est plutôt, est-ce que tu vois dans la boîte, si on te dit, ok, si tu poses la question à n'importe qui, te dire c'est quoi la typologie de client idéal qui utilise ton outil. En fait, je pense que dans la boîte, il faut que chacun soit en capacité de l'expliquer clairement. Et je dis ça Ok. parce que j'ai une anecdote, mais à l'époque, quand j'ai bossé dans une boîte, quand j'étais employé, c'était pas du tout le cas. Et même entre les sales, c'était même pas le cas. Tout le monde avait un avis différent. Et en fait, ça, c'est un gros problème parce que du coup, toute l'exécution derrière, elle va être faussée, tu vois. Donc non, je pense que c'est le plus important, c'est de te dire, ok, généralement, c'est le marketing qui fait ce genre de travail, tu vois, de l'ICP. Je pense que ce qu'il faut, c'est absolument avoir la validation des équipes terrain, du coup des équipes sales, parce que c'est eux qui sont au day-to-day avec les gens auxquels ils vendent. Et ensuite c'est tout. Et ensuite, c'est pas attendre 2 3 ans pour revoir ton ICP. C'est là maintenant, on est dans une ère où, j'exagère peut-être, mais ton product market fit, il est challengé assez fréquemment, je dirais, tu vois. Ouais. Je dirais pas tous les 3 mois comme les boîtes IA, mais tu peux plus te dire, bah voilà, en fait, j'ai un product market fit et je suis bon pour 5 ans. Donc en gros, idéalement, tu devrais le revoir une fois par an. Et au mieux, en fait, tu devrais essayer de voir, tu vois, chaque trimestre, est-ce que par rapport à ton pipeline, c'est en cohérence par rapport à ce que tu avais défini comme ICP. Et si pas, bah du coup, ajuster tes actions. Ok. Et par exemple, sur cette histoire de signal propriétaire, en fait, qui soit un peu différenciant des autres, qui soit pas, du coup, tu vois, justement, ce que dont tu parlais, levée de fonds, recrutement, etc., etc. Bah, du coup, j'ai eu la question, mais en fait, en vrai, c'est quelque chose qu'on me pose souvent aussi, c'est comment tu fais, parce que c'est pas toujours évident de trouver un signal propriétaire au-delà de ce qui concerne tes clients. Mais si par exemple, en fait, tes signaux sont les mêmes que ceux de tes concurrents, est-ce que c'était déjà arrivé et est-ce que c'est grave ou est-ce que tu vas opérer, tu vas utiliser autre chose en fait pour pouvoir euh, justement être pertinent, quoi. Ouais, bah en fait, les seuls signaux qui sont les mêmes que tes concurrents, c'est ce qu'on appelle
je vais essayer de le dire en français, euh, les données tierces, tu vois, les third party data. Et ça, c'est du coup des données qui sont, si tu payes, c'est accessible, tu vois. On parle de levée de fonds, on Mm. parle de. Mais par contre, si tu prends, je vais prendre un exemple encore plus, on va dire standard, mais des données propriétaires, c'est tout ce qui t'appartient, tu vois. Donc en gros, c'est toutes les données que tu as réussi à capter et que logiquement ton concurrent ne pourra pas répliquer. Je te donne un exemple très concret. Euh, mais c'est un classique, mais ça fonctionne quand même bien. C'est du coup tes clients qui ont changé de job. Pourquoi c'est propriétaire? C'est parce que bah cette personne, enfin, elle était cliente chez toi, elle a utilisé ton produit, elle connaît ton produit, tu vois. Donc, en fait, si tu compares ça par rapport à ton concurrent qui va contacter la même personne, en fait, elle n'a pas le même niveau de relation. Donc, c'est ce qui Mm. fait que ça te donne un avantage concurrentiel parce que oui, vous avez tous les deux, du coup, l'email de la personne, mais par contre, le degré de relation, il est différent, Yes, tu vois. Et en fait, très très important. c'est ça qui va faire la différence en 2026 et plus tard, c'est quoi ton niveau de relation par rapport à la personne? Et en fait, ça se définit par est-ce que la personne connaît ton produit? Est-ce qu'elle a déjà utilisé ton produit? Ou est-ce qu'elle a déjà été, tu vois, en contact avec Un founder, des un équipes en sales, interne? par Ouais, exemple. des Ouais. équipes en interne, tu vois. Et en fait, c'est Mm. ces 3 degrés qui font que ça va augmenter en fait la probabilité en fait d'avoir une conversation avec la personne. C'est pas parce que tu as personnalisé le truc, tu vois. C'est pas parce que tu as Ouais. dit ah j'ai vu que tu avais changé de job, ah cool. Ah, et il reçoit combien? Le mec qui reçoit les mecs qui changent de job, tu peux dire dans les 2 3 semaines qui arrivent, c'est comme les levées de fonds, c'est Non, mais avalanche d'emails et zéro pertinence. c'est hyper juste parce qu'en fait, du coup, on revient à des trucs très très basiques. Donc là, tu as donné un exemple qui était clair. Je pense que ça me suscite en fait un autre exemple. C'est si vous êtes amené à faire des événements, webinars ou des événements physiques, ça, c'est un signal en fait. Ce sont les boîtes ou même pas les boîtes qui ont et combien de personnes au sein de cette boîte ont participé à des événements, donc ont eu un contact avec vous, ce qui n'est pas forcément la même chose que votre camarade. Et donc en fait, c'est vraiment des choses qui peuvent vous paraître anodins, mais en fait, qui sont pas si anodines que ça. Et quand elles sont bien structurées, on en reparlera dans les outils type votre CRM de base. Donc arrêtez de négliger votre CRM. Bah, du coup, en fait, ça a tout son sens et ça devient un signal propriétaire hyper puissant. Quand après, Mhm. tu as évidemment, on en parlera par la suite, la partie message qui va bien avec. Ok, donc du coup, en fait, je vais essayer de le construire parce que je sais que tu as construit cette méthode-là globalement. Ça, on va dire, c'est la première étape. C'est une étape que tu appelles listen, c'est-à-dire d'écouter, de comprendre. C'est toute une étape en fait qu'on pourrait appeler user research. Moi, je vais juste te poser une question là-dessus. C'est là où les gens veulent mettre le moins d'argent. J'ai jamais vu des gens aussi pauvres que les gens qui proposaient des, des missions de user research. Par contre, à chaque fois que j'interviewe des gens comme toi, comme d'autres, j'ai l'impression que c'est le truc le plus important en fait, qui t'apporte C'est tellement les bonnes fondations, et pourtant c'est celle qui est la moins respectée par n'importe quel C-level de boîte. Je parle pas de tout le monde, hein, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est le mode de truc, on connaît, on sait, on le mhm, vit. Voilà. mhm, mhm. Tu Non, vois la même chose ou pas? ouais, mais par contre, c'est juste Est-ce que c'est une une particularité clarification. française ou est-ce que c'est une particularité aussi américaine Non, non, c'est partout, mais par contre, juste une clarification, c'est pas le premier step, c'est pas forcément un user research, tu vois. Enfin, si- toi, tu parles vraiment dans des gars, on parle de l'analyse des deals et de comprendre qui est ton Ouais, moi c'est ce que ICP. j'appelle user Ouais, research. C'est en ouais, mode ouais, user research version market sales, hein, pas version product, ouais, ouais. tu vois. Mais en fait, c'est un truc que En le fait, marketing doit faire. c'est appeler des gens C'est ou c'est comprendre les gens, tout simplement, tu vois. oui. Et c'est mettre du temps là-dessus, en fait. Et je trouve que c'est l'endroit où les gens mettent le moins de temps. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une boîte qui dit, bim, on arrête. Si j'en ai vu, mais c'est rare. On arrête tout. On met pas la pression aux sales. Vous faites comme vous pouvez. Et nous, là, on va commencer à aller diguer, Non, tu mais tu dois vois. pas tout arrêter, hein. Attention, il faut Pas pas du tout tout arrêter. arrêter, Ouais, mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça doit pas prendre plus d'une journée, hein, ce que je viens de te dire là. C'est ok, un d'accord. jour. C'est un jour. Et moi, j'ai pas un an pour faire ce genre de truc avec les boîtes que j'accompagne, tu vois. Hmm. Donc, non, non, Oui, mais c'est ça un prend jour un dédié, jour. c'est un jour dédié, c'est un jour dédié. C'est toi parce que c'est dédié, Euh, tu vois. Demain, je sais pas, tu vois, toutes je les l'ai boîtes fait, sont je pas l'ai une. fait dans les. J'étais employé avant, tu vois. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Je vais t'expliquer concrètement pourquoi. Parce que j'ai bossé à l'époque dans une boîte qui vendait, je sais plus quoi. Bref, c'était un truc un peu technique. Et en gros, bah, j'avais la pression. On me disait, Alexis, il y avait une équipe de 20 sales. On me dit, Alexis, faut des leads, faut nourrir les équipes sales. Mais oui, ok, merci, mais en fait,
tout ce qu'on me demandait, c'était des leads, mais ça convertissait pas. Et donc, en fait, c'était un cycle infernal où j'avais plus de pression parce que les leads étaient pas clics, etc. Et en fait, je suis arrivé au constat j'arrivais pas à comprendre à qui on vendait, tu vois. Et donc, ce qui faisait que je me retrouvais dans une situation où je balançais juste des informations, mais j'avais aucune idée de savoir si, en fait, c'était pertinent ou pas. Et en fait, c'est là où ça a commencé, en fait, ce travail, c'est que, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à comprendre. Moi, j'ai pris sur mon temps additionnel. Je dis pas que c'est ce qu'il faut être fait, mais en fait, il y a un moment donné, c'est une réalité. C'est si tu as trop de pression et qu'on te permet pas de faire ça, moi, la seule réponse, c'est de dire, prends un jour où tu fais cette analyse. Je suis désolé, aujourd'hui, en fait, tu as des outils comme, t'as Claude, t'as plein de trucs qui te permettent, tu vois, sur base d'un fichier, tu dumps le truc et ça te donne déjà une grosse analyse, tu vois. Après, ça va pas tout automatiser, mais voilà, c'est un truc qui doit être fait, quoi qu'il arrive. Ok, bah très clair. Donc du coup, Sinon, en quand c'est pas... fait, sinon, en fait, tu sais pas qui tu vas cibler, Ah non, mais ça, tu parce que, vois. alors, Et je sais, hein, tu prêches une c'est convaincue, chiant à mais moi, entendre. j'ai le sentiment que les gens pensent que ça prend du Oui, temps. Donc là, c'est bien, en fait, tu résous ce truc-là en disant que ça prend finalement pas tant de temps que ça, etc., qu'on n'est pas obligé d'arrêter, que c'est pas un truc où on est obligé de faire un audit de je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, de ce que je perçois, autrement, on n'aurait pas autant de problèmes en fait de génération de leads. C'est qu'en fait, ce temps-là n'est pas pris. Et moi, je le sais parce que on en parle souvent. Parce que toi, tu opères à la fois, tu es dans la limite de l'orchestration, on va dire, technologique, mais aussi dans la partie marketing. On en parle souvent. Moi, je te dis, mais là, finalement, je fais une mission avec une boîte, je peux pas l'aider, moi, parce que c'est pas un problème sales. Donc bon, moi, je peux te donner tous les tips que je veux. Dès que je vois, en fait, tu vois, dès qu'après je refile le bébé à quelqu'un qui retravaille sur le positionnement ou la compréhension de qu'est-ce qu'on vend et donc du coup de réalignement de tout, quand on met en place des process sales, là ça fonctionne, tu vois, parce que voilà, il n'y a pas de secret. Mais quand ça c'est pas fait, c'est comme s'il y avait une faille. Tu pourrais remplir ce que tu veux, ça marchera pas, quoi. Enfin voilà, Ouais. même avec le meilleur pitch du monde, etc. Justement, je vais faire ce point. C'est-à-dire on a parlé des signaux, on a dit bon, allez, la plupart des boîtes, il y en a près une dizaine. Dans ton étape 2, tu parles maintenant qu'on a écouté, on a entendu, on a regardé, etc., avec toutes les parties prenantes. Maintenant, en fait, il faut orchestrer et faire le lien entre les différents signaux. Parce que justement, comment on priorise en fait les signaux? On a des comptes, on se dit qui on va attaquer en premier. On est quand même dans un contexte où on dit que les cycles de vente sont de plus en plus longs. Donc on n'est plus dans une logique où on va signer ses comptes dans les 6 prochains mois. On est dans une logique plutôt en se disant voilà les comptes qu'on va aller chercher dans les 2 ans ou dans les 3 années à venir. Toi aujourd'hui, justement, comment tu arrives à prioriser? C'est là où tu utilises l'IA? Oui et non. En fait, oui pour, on va dire, certaines choses, mais non parce que, en gros, la première chose à savoir, c'est que tous les signaux sont pas égaux. À savoir que, en fait, tu as des signaux qui ont potentiellement un impact beaucoup plus fort et plus rapide sur le pipeline. Tu vois, enfin, je te donne un exemple du client qui a changé de job. Tu sais, si tu recontactes et que tu arrives à closer, etc., tu vois, ça peut s'enchaîner très vite versus une boîte qui engage son ICP ou qui vient de lever des fonds, tu vois. L'impact sur ton pipeline potentiellement, il est plus faible. Donc ça, c'est une première chose, c'est de savoir, ok, et lesquels tu as envie de prioriser maintenant, tu vois, et qui ont montré, en fait, qui ont porté ses fruits. Et ça veut dire que côté sales, c'est ça, c'est là où c'est important de faire ce travail, c'est de t'asseoir et de comprendre, tu vois, ce que eux regardent et ce qui fonctionne, tu vois. Donc déjà comprendre qu'est-ce que eux font manuellement qui peut être automatisé. Et ensuite, c'est de te concentrer sur un, un nombre de signaux qui est réduit pour pas te retrouver en fait avec un truc à la Snowflake où tu as 120 trucs et en fait tu te perds dans. C'est une usine à gaz, tu vois. Je dis pas que c'est le cas Hmm. chez eux, mais c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de moyens, de ressources pour y arriver. Et en fait, tu te définis, je dirais, franchement, maximum entre 5 et 10. 10, c'est déjà beaucoup. Et tu fais un pilote. Tu fais un pilote sur un quarter et tu regardes en fait qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et surtout mettre en place en fait un système de feedback avec les équipes sales pour pas que tu te retrouves dans une situation où tu fais ton truc et puis ciao, vous démerdez, tu vois. Euh, et ensuite, en troisième étape, une fois que tu as vraiment validé le truc, l'idée c'est si tu dois vraiment l'opérationnaliser, c'est d'assigner un score sur chaque signal, tu vois.
Et donc, ce qui va te permettre par la suite bah, d'automatiser toute cette partie-là et plus te reposer uniquement, tu vois, sur les anciens systèmes de scoring qui sont basés sur des trucs un peu farfelus et que, en fait, les équipes 16 ils font pas confiance, tu vois. À Hmm. 90%, Ouais. il y a le truc, ouais, ok, c'est qualifié d'après ton truc HubSpot, mais moi, en fait, c'est poubelle comme dit, tu vois. Donc pour toi, c'est ça en fait qui ensuite quand tu as mis ce score là, c'est ça qui permet en fait justement de faire la différenciation entre bah ça c'est un bon compte, donc il y a un Bah, bon fit et ça c'est un bon et c'est le bon moment pour l'attaquer, on a le bon timing. En gros, ouais, après, si t'as un t'as score, différents niveaux. T'as les niveaux, niveau compte et le niveau contact, mais le truc, c'est que, imagine la situation, et ça arrive souvent, mais où t'as trois signaux, tu vois, qui rentrent sur le même compte. Je sais pas, il a visité une page pricing, il a levé des fonds, et il y a un nouveau CFO. Comment tu fais, tu vois? Parce que hmm, dans le cas sans opérationnalisation, tu as trois messages Slack pour les équipes sièges. hmm, Et donc, du coup, c'est là où tu as besoin d'avoir un système de pondération sur ces signaux. ok. Et du coup justement sur la partie, bah, là du coup ça nous permet en fait de pouvoir avoir euh, en tout cas une traduction en mode il y a un bon fit et un bon timing, donc go les gars, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et donc tu as toute une phase en fait d'orchestration avec les, on va dire avec les sales pour savoir si on est bien dedans, etc. Mhm. Toi, aujourd'hui, à quel moment tu automatises ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es capable d'automatiser ça, et donc avec des outils. Et donc, en fait, La partie qu'est-ce que, en fait, orchestration? en gros, qu'est-ce que tu gardes, en fait, justement, dans cette partie-là, d'automatiser? Qu'est-ce que tu automatises? À quel moment tu automatises? Et à quel moment et qu'est-ce que tu restes, tu gardes d'humain? Pardon pour la longue phrase, quoi. Qu'est-ce qui doit Non, ouais, je rester comprends. humain dans la boucle? Et qu'est-ce que tu vas automatiser, en fait, quand tu as ton score qui marche, tu as compris, tu as priorisé tes signaux, et les sales savent, en fait, qui attaquer au bon moment et comment, quoi. En fait, la seule chose que j'automatise, c'est la collecte de données, tu vois, qui est données propriétaires ou données tierces. Et c'est ensuite on va dire la génération je suis vraiment désolé pour l'anglicisme, mais Non, mais vas-y, j'arrive plus à vas-y. trouver, je trouve plus mon français, mais les insights en fait, tu vois, niveau Mm. compte, c'est-à-dire que tu arrives aujourd'hui, par exemple, tu utilises n'importe quoi, un Gemini, un ChatGPT, enfin OpenAI, peu importe, qui en gros va prendre toute la donnée que tu as récupérée et qui va en faire en gros un sommaire, un summary sur ok, voilà, par rapport à ce compte, il y a ça, ça et ça qui est arrivé. Voilà pourquoi c'est pertinent de les contacter maintenant. Et voilà. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont essayer d'automatiser la suite, c'est-à-dire la partie Conversationnel. engagement, tu vois, ouais, Mm. conversationnel. Et, euh, et c'est la mauvaise chose à faire parce qu'en fait, tu dois diviser en gros ton automatisation en deux camps. La première partie qui sont tes comptes stratégiques, les comptes en tier 1 et en tier 2. Ben là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que euh, tu vas donner en fait un pouvoir aux équipes 16 d'avoir un maximum d'informations sur leurs comptes et du coup une raison valable de les contacter. Et après, tu leur laisses faire leur truc. À la limite, tu peux automatiser, tu vois, un premier draft d'email, ce qui se fait beaucoup, tu vois. Et après, bah, ils reprennent la main, mais pas envoyer des emails. A En fait, contrario, en sur gros, ce que tu dis, les, ce je que, finis juste sur ça, mais du coup, sur les comptes moins stratégiques, bah là oui, tu peux automatiser. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que l'automatisation au niveau outbound, il est un peu comme à l'époque, tu vois, des display ads. ouais, je C'est-à-dire qu'en sens. gros, c'est juste une manière de rester top of mind de manière très, enfin, peu chère. En gros, en gros, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, en gros, globalement, le sales, tu lui laisses la main en fait sur comment quelle action il décide de déclencher en fonction de tel type de signal que toi, tu as réussi à automatiser, tel type de données, tel type de Ah, score, en fait, globalement. Mais en fait, cette partie-là, en fait, bah, j'ai ces informations qui m'a été d'un très poussé, très précis, très détaillé, etc. et qui me permettent de faire la différence. Mais ensuite, après, c'est le sales qui sait comment engager ce truc-là. Alors après, il y a peut-être un ouais. sujet de comment il le fait bien, mais ça, c'est, on va dire qu'en fait, Ouais, mais ça après c'est un sujet de c'est sales un autre coaching, sujet, tu ça. vois. Mais Ouais. je comprends pas à quel moment est-ce que on va automatiser toute la partie le travail d'une personne en sachant que cette personne, son salaire est dépendant
on va dire, de l'outcome, ce qui est une conversation, un Super meeting, intéressant. tu vois. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que tu justifies ça? C'est vrai, en fait, c'est vrai que dans une situation, c'est si tu es sur du SMBs et que tu as un TAM énorme, tu vois, et que là, en fait, bah, ton enjeu, c'est de pouvoir contacter un maximum de gens à moindre frais. Et moi, je connais des boîtes qui, de base, étaient, tu vois, sur un marché SMBs et qui sont très connus, tu vois, qui ont fait des trucs de ouf, et en fait, qui n'arrivent pas à craquer le market parce qu'ils se rendent compte que les techniques qu'elles utilisaient pour le marché, tu vois, Il ne SMBs, marche pas, bien sûr. ils Alors, ne marchent absolument pas sur le marché market, tu vois. spoiler alert, si vous croyez pouvoir aller décrocher des rendez-vous avec de l'entreprise avec 3 messages pondus par ChatGPT, vous allez échouer. Bref, on continue sur cette partie, la dernière partie. Donc là, on était sur la partie plutôt opération, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc étape 1, on est sur le listen. Étape 2, on est plus sur comment on orchestre tout ça, comment on fait en sorte de prioriser les signaux, etc. Étape 3, on lance les bonnes actions au bon moment. Donc notamment en balançant aux sales les informations qui lui permettent de pouvoir bien agir. Donc avec une partie automation et une partie aussi également on continue à parler en fait à ces sales pour pouvoir apprendre. Et la dernière étape c'est plutôt la partie on mesure, on itère en continu. La question, parce que je sais que là il y a très peu de temps, donc je vais malheureusement cibler ma question, c'est comment tu mesures en fait qu'un justement un playbook, un GTM playbook, désolé pour l'anglicisme, etc., fonctionne ou est en train de mourir. C'est ça qui m'intéresse, parce que est-ce qu'on est dans une période où on va tout, où en fait, quand tu as trouvé ton truc, je sais que en fait, tu travailles avec des boîtes quand même sur la durée, donc tu es capable de voir en fait d'une année à une autre, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas. Je me tais, je te laisse répondre. Donc comment tu mesures le succès? Bah, Ouais. c'est simple, c'est le pipeline. C'est ce que ça Ok. génère des opportunités ou pas. Et en gros, la manière dont tu le fais, c'est Vraiment que opportunité ou conversation? Toi, tu comptes vraiment genre ah, en mode. non, après, en fait, après tu peux avancer à petits pas, c'est-à-dire que tu commences par euh, comment dire, augmenter ton taux de conversion de reply, tu vois, des gens qui sont intéressés. Et en gros, tu le compares par rapport à ta méthode d'avant. C'est-à-dire, imagine qu'aujourd'hui, en fait, tu arrives à avoir 10 meetings par mois. Bah, avec cette nouvelle méthode, normalement, tu devrais en avoir plus. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, bah, forcément, dans la durée, ce qui est le plus important, c'est le pipeline. Après, c'est vrai que tu peux pas entièrement, enfin, en tout cas, d'un profil GTM, tu peux pas non plus entièrement te laisser mesurer sur le pipe parce qu'il y a trop de variables qui sont pas forcément en ton contrôle. Est-ce que le sales, ça follow-up? Enfin, ça, pour moi, c'est du coaching sales. Donc ça, c'est une première chose. Et pour mesurer du coup sur est-ce que le truc est encore viable dans le temps, non. Bah, je pense que tu vas avoir à un moment donné en fait ta courbe qui va descendre, tu vois. Et si tu vois qu'il y a une tendance à la baisse, bah, déjà essaie de comprendre pourquoi, d'itérer et puis en fait c'est juste peut-être que t'as juste été jusqu'au bout du truc et il faut que bah tu trouves autre chose, tu vois. C'est boring, c'est pas sexy ce que je te dis là, mais c'est la réalité en Non, fait, c'est la réalité. on n'est pas là pour inventer des trucs pour envoyer du rêve. Non, On non, est non, là je sais, mais en fait, pour que. la réalité, c'est que les boîtes successful aujourd'hui, elles font des trucs boring. Ok, Elles font donc des des trucs trucs boring. vraiment très basiques en fait en connaissant réellement leur expérience. En fait c'est réel parce que ce que tu me dis sur la partie scoring, tout ce que tu m'as dit au départ, c'est ce que j'ai mis en place moi dans ma boîte Mm. en 2016 quoi. Mais la différence c'est que j'avais pas l'IA, donc je pouvais aller beaucoup moins vite et j'avais Mm. pas un système qui pouvait apprendre et justement apprendre de lui-même à une vitesse que bah moi en tant qu'être humain je pouvais pas. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que je pense que toi, t'es là-dedans, toi, tu implémentes aussi également l'IA dans les process de vente. L'IA, en fait, aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est qu'elle te permet de t'aider au début, mais aussi également comment tu fais justement pour que bah, ensuite elle apprenne de ça et qu'elle puisse te donner justement des éléments qui permettent de pouvoir justement construire le après, quoi. Ouais, je pense on est encore au début, tu vois, Ok. mais dans, dans un monde un peu plus lointain, voire en fait pas si lointain que ça, parce que les choses évoluent très vite. Mais en gros, dans un monde idéal, c'est tu lances ton système et en fait l'IA va récupérer, tu vois, tout ce que soit les résultats, etc., et le contexte que tu lui donnes, et petit à petit, en fait, dans un premier temps, je pense, va t'aider à itérer et à optimiser les choses. Et ensuite, bah, je pense qu'on va quand même arriver à une situation où
la machine va automatiser énormément de choses, tu vois. Ouais, ça va être incroyable en fait. La machine, elle connaîtra ta boîte Euh, par cœur. C'est-à-dire que tu as quelqu'un autre que toi qui connaîtra ta boîte par cœur. Ça, je trouve ça mais, hyper excitant. mais par contre, contrairement à, c'est là où il y a un gap, contrairement à du coup au côté produit, au côté dev où tu as Cursor, Claude, etc., où c'est incroyable. Enfin, tu vois, je suis pas dev donc je peux pas vraiment, tu vois, avoir un avis là-dessus, mais où tu arrives à décupler en fait ton activité. C'est pas encore le cas sur le go-to-market, tu vois. Oui, tu as des choses, tu as du QA, etc., mais ça reste mon point de vue, ça reste très incrémental comme impact, et parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau de maturité, et parce que je pense qu'il y a des variables beaucoup plus difficiles à contrôler, tu vois, en marketing que en dev. Bah, en fait, pour moi, c'est. Tu as résumé, c'est que le marketing et le sales, il y a forcément une affaire de nuance, parce qu'il y a une affaire d'humain dedans. Mhm, mhm. C'est pas un truc très froid comme une ligne de code. Enfin, 1 plus 1 fera toujours 2, quoi. Mhm. Par contre, la capacité d'une boîte à avoir besoin de toi, même s'ils sont dans le même secteur, même si elles font la même taille, même si elles sont dans le même pays, même si, c'est pas évident. Tu peux avoir 2 boîtes pareilles qui vont pas réagir à la même manière à ton message. Donc, tu as une espèce Ouais. d'inconnu qui fait que on va avancer, ça va nous faire avancer de fou et ça nous aide déjà à avancer, mais pas de manière aussi précise. Vous pourrez me taper dessus d'ici 2 ans, 3 ans si je me suis trompée, mais comme un dev qui va du coup faire un site internet où ça a toujours été la même manière de faire d'un site internet, quoi. Enfin voilà. Euh, Mhm. En fait, c'est ce que je pense, mais peut-être que j'ai tort. En tout cas, merci beaucoup Alexis pour ces partages-là. Peut-être probablement je te réinviterai sur une autre verticale du sujet où je pense que j'aimerais qu'on creuse un peu plus sur la partie, on va dire plus cette partie orchestration qui est un peu boring, mais je pense qui est le cœur en fait de là où les boîtes ont le plus de mal, et c'est là où d'ailleurs la raison pour laquelle les boîtes Mais, t'appellent le plus. ouais, Euh, mais si et je du peux coup juste voilà, finir sur un truc, en fait, vas-y. l'avantage concurrentiel aujourd'hui, c'est les boîtes qui vont réussir, c'est les boîtes qui vont réussir à avoir un- à récupérer un maximum de contexte sur leur marché et de pouvoir du coup agir en fonction. C'est pas les boîtes qui vont, enfin, c'est pas parce que les boîtes qui ont tous les outils sur Terre ne seront pas celles, ou même qui auront automatisé un maximum de trucs, ne seront pas forcément celles qui vont réussir demain. Ce sera plutôt les boîtes qui auront réussi à mettre des fondations au niveau data, de pouvoir récupérer ces data, les contextualiser dans les enjeux du coup de la boîte qu'elles ciblent et ensuite d'engager une conversation qui est pertinente. C'est ça qui va arriver. Ok, super manière de finir. Merci beaucoup Alexis. Où on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur. Tu vois, sur LinkedIn, Ok. simplement. Eh ben écoutez, il fait du super contenu. Je vous invite à aller le suivre. Merci beaucoup Alexis. Je te souhaite une Avec excellente plaisir. journée et merci d'avoir débordé de 4 minutes. Ciao. Salut, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas pour les prochains épisodes à vous abonner, soit sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.